Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui aux médias Youssef Brakni, membre du comité Vérité et Justice pour Adama, créé après la mort d'Adama Traoré, jeune citoyen français noir, tué par des gendarmes le 19 juillet 2016, jour de son anniversaire. Dès le 26 novembre dernier, le comité pour Adama a appelé à soutenir les Gilets jaunes. Un geste politique fort qui a permis à une fraction de la gauche, au départ méfiante, de rallier un mouvement que certains disaient à tort entièrement phagocyté par la droite raciste. Bonsoir, Youssef, merci d'être avec nous aux médias. Merci à vous. Alors comment a été prise la décision de s'engager aussi fortement dans le mouvement des Gilets jaunes au sein du comité pour Adama ? Alors nous, au comité Adama, donc, comme vous venez de le dire, qui a été créé suite à la mort de Adama Traoré le jour de son anniversaire, ce qui s'est passé, c'est qu'on est un peu un mouvement à part. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours pris l'habitude de surprendre, d'aller là où on ne nous attend pas. Et d'ailleurs, on l'a fait d'ailleurs auparavant avec le mouvement social. On avait pris la tête du cortège de tête de la marée populaire. À un moment donné, on s'est dit, plutôt que d'attendre à chaque fois de mendier auprès de la gauche une considération, une visibilité, etc., on s'est dit, on va directement se servir. On a été prendre le contrôle de la marée populaire. On a été dans le cortège de tête et on a défilé en tête. Et c'est comme ça qu'on a pu braquer le cortège de tête. Donc là, on s'est dit, on a regardé ce mouvement. Et au départ, c'est clair qu'évidemment, on a vu l'image médiatique du mouvement. C'est-à-dire que c'était montré clairement comme quelque chose d'un mouvement d'extrême droite, poujadiste. C'est vraiment la France qui sort pour mettre des migrants dehors, etc. On avait vu ce qui s'était passé à Lancourt, etc. On a vu aussi ces choses qui ont été relatées. On voit une femme voilée sortie d'une voiture, une femme noire agressée, des homosexuels agressés, etc. Donc on s'est dit, c'est quoi ce mouvement, c'est quoi cette image ? Et on s'est dit, non, on va pas se laisser avoir, on va pas se laisser emmener par cette image médiatique et on va aller voir par nous-mêmes. Et en fait, on s'est rendu sur place, quelques-uns d'entre nous, le premier acte, et on a été voir, et en fait, on s'est dit, non, c'est pas ce qui est dit, en fait, c'est pas du tout l'image qui a été construite. Et on s'est dit que non, il faut prendre les devants, en fait, et il faut absolument faire cette alliance, faire mouvement en direction des Gilets jaunes, parce qu'en fait, c'est qui les Gilets jaunes ? C'est quoi ? C'est des gens qui n'ont plus rien. C'est des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est des gens, j'ai vu des témoignages, mais comment ne pas être touché ? Comment ne pas se sentir solidaire ? Quand on voit des femmes seules dire qu'à partir du 15 du mois, n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, ça, c'est pas possible, en fait. Comment a-t-on pu arriver là ? Et ça nous a touchés d'autant plus que nous, habitants des quartiers populaires, on est touchés par ça. On est touché au premier chef par toutes les mesures libérales de Macron, mais aussi de tous les gouvernements précédents, en fait. Et c'est clair que pour nous, il fallait qu'on soit solidaires, il fallait qu'on fasse une sorte d'union des classes populaires par en bas. Et en même temps, on avait aussi un double message. C'était de dire, mais qu'est-ce que vous faites, la gauche ? Vous faites quoi, en fait, là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous tourner les pouces ? Vous êtes en train de regarder ça de loin, avec mépris, etc. Vous ne comprenez pas que s'il y a aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes, c'est votre échec, en fait. C'est parce que vous n'avez pas su organiser les classes populaires, vous n'avez pas su parler, les représenter, parler de leurs problèmes, parler de leurs problèmes quotidiens, être leur porte-voix, vous présenter comme étant des mouvements progressistes. Mais que faites-vous aujourd'hui pour tous ces pauvres gens ? Plutôt que de les mépriser, on vous propose un cadre. C'est ce qu'on a lancé avec les cheminots de l'Intergare. Donc cheminots, des mouvements antifascistes, des mouvements de lutte en fait, comme nous. Et on a dit, venez, on va tous y aller, on va pousser la gauche à prendre ses responsabilités. Et c'est comme ça que ça a démarré le 1er décembre à Saint-Lazare. Alors on va tout de suite regarder un extrait de votre intervention, Youssef Brakni. C'était place de la République fin novembre. Et je crois qu'on peut dire que cela a été un des tournants du mouvement, en tout cas pour l'engagement de la gauche. Vous devez tous être là, présents massivement, comme vous l'êtes ici ce soir. Et c'est pour cela qu'à partir de toute cette réalité, que nous appelons samedi 1er décembre, avec les cheminots, avec l'Action Antifasciste Paris-Banlieue, la plateforme militante et d'autres militants, à partir de Saint-Lazare jusqu'aux Champs-Élysées. On appelle populaires, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui nous suivent, combat pour Adama Traoré, à venir le 1er décembre, à ne pas laisser la place aux fascistes, aux fachos. Le choix de soutenir les Gilets jaunes a-t-il été contesté par certains de vos proches, par certains de vos alliés habituels au sein des quartiers ? Alors, oui, c'est sûr. Au départ, les gens nous ont dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais parmi tous ceux avec qui on avait l'habitude de lutter, etc., tout le monde nous a pris un peu pour des fous. Ils ont dit, mais ça va pas la tête, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans ? Vous allez vous faire lyncher, il y a l'extrême droite, etc. Et c'est des gens, on leur a dit, mais faites-nous confiance, vous allez voir. En fait,
faut qu'on s'investisse, il faut qu'on fasse le premier pas, parce qu'on est des mouvements déjà organisés, on a des similitudes sociologiques, etc. J'y reviendrai sur la question sociale, la question économique, mais à un moment donné, il faut que ce soit nous qui fassions le premier pas. J'aurais dit, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que le mouvement, il est tellement, on va dire, insurrectionnel, il est tellement en train de tout chambouler, que forcément, la répression policière va être à la hauteur. Elle va être terrible. Dès le début, quand on est arrivé, on a dit c'est sûr que la répression, elle va dépasser tout ce qui a été vu jusqu'à aujourd'hui, plus que le mouvement social, notamment contre la loi travail, qui était déjà très violent, et qui a été une prise de conscience pour la gauche déjà à l'époque, qui à l'époque, il faut se rappeler, aussi la gauche à ce moment-là découvrait les violences policières, en tout cas les classes moyennes. Là, aujourd'hui, on s'est dit, c'est sûr que maintenant, ça va être vraiment cette France périphérique, cette France rurale, cette France abandonnée, etc., qui pouvait parfois aimer la police, qui pouvait parfois avoir un discours bienveillant vis-à-vis d'elle, etc., et qui pouvait même se dire que parfois, ce qui se passait dans les quartiers populaires, c'est quelque part mérité, c'est quelque part légitime. Là, ils vont vraiment comprendre ce qu'est la police, en fait. La police, elle est au service d'un ordre, elle est au service d'un ordre social, en fait. Elle ne peut pas faire autre chose. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes l'a bien montré. Mais en tout cas, on a dit, vous allez voir que la question des violences policières va devenir centrale au sein des mouvements Gilets jaunes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à l'acte 12. L'acte 12, c'était une manifestation où on a eu en tête de cortège un défilé, des blessés, des mutilés. Donc nous, on avait toute notre place à ce moment-là, du coup. On est venu défiler avec une banderole pour Zineb Redouane, qui est donc une femme de 80 ans, qui est la seule personne décédée suite à l'action de la police dans le cadre des mouvements des Gilets jaunes. Au cours d'une manifestation. Au cours d'une manifestation à Marseille, c'était le 1er décembre, d'ailleurs le premier jour où on appelait à manifester. Sauf qu'elle a manifesté pas. Voilà. N'a toujours fait aucune allusion à ce décès. Exactement, c'est-à-dire qu'il a même dit le contraire, il a même dit qu'il n'y a aucune personne qui est morte suite à l'action de la police dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Or, cette dame, en plus, ne manifestait même pas. Elle était en train de refermer ses volets, parce qu'il y avait du gaz lacrymogène, et ces derniers mots, ça fait peur quand même, ces derniers mots ont été de répéter inlassablement « il m'a visé, il m'a visé, il m'a visé », comme si elle savait qu'elle allait mourir, et donc elle dit une dernière fois, voilà, c'est lui qui m'a... Comme si elle tendait le doigt sur celui qui l'a tué, et c'est quand même, ça fait froid dans le dos quand même, ça fait peur, on en est là aujourd'hui en France, quoi. Et aujourd'hui on a défilé donc, du coup à l'acte 12 avec cette banderole, où on a mis quartier populaire, monde rural, on a mis nos questions qu'on porte au quotidien, la question du racisme, la question des violences policières, qui sont voilà, la norme dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que ce qui est l'exception dans le cadre d'un mouvement comme ça, où on va dans la rue, où on manifeste, où on est en opposition avec la police parfois, ça c'est la norme dans les quartiers populaires. C'est notre quotidien en fait. Alors dans quelle revendication des Gilets jaunes vous retrouvez-vous particulièrement en ce moment ? Moi je pense que cette volonté de reprendre du pouvoir. C'est vraiment ça. Moi, l'impression que me donne ce mouvement, c'est de dire à un moment donné, ce système politique, même on peut dire de la Ve République, cette démocratie représentative, où en fait on délègue son pouvoir à quelqu'un pour parler à notre place, pour aller à l'Assemblée nationale parler à notre place, soi-disant nous représenter, etc. Je pense que c'est arrivé au bout là. Je pense que les Français n'en veulent plus. En tout cas, les Gilets jaunes, ils n'en veulent plus. Et vraiment, c'est l'idée de reprendre du pouvoir. Et surtout, je pense quelque part, même localement. Nous, ça nous parle beaucoup ça, parce que nous, on porte beaucoup ça, nous, les mouvements des quartiers populaires, on porte beaucoup la question de l'autonomie politique, de parler, d'avoir notre propre parole, et de partir du local, de partir vraiment, c'est-à-dire de là où tu vis, c'est de là où tu vis au quotidien, et de partir de ce lieu-là, qui est familier, etc., et de militer à partir de ce lieu. Et en fait, les Gilets jaunes, finalement, c'est ce qu'ils font aussi. Ils partent des ronds-points, ils partent de là où ils vivent, en fait. Ils vont là où il y a le centre commercial, où ils vont habituellement, ils bloquent. Ils reprennent du pouvoir, ils reprennent la rue, ils reprennent le contrôle. Ils veulent bloquer l'économie, c'est reprendre quelque part le contrôle sur l'économie, qui leur échappe, etc. Et ça, c'est une revendication dans laquelle on se retrouve. Et évidemment, la question des violences policières. Donc là, je suis très content qu'aujourd'hui se pose enfin la question du LBD 40, que se pose la question des grenades, que se pose la question des violences policières. Mais en tout cas, il faut bien que nous, on insiste là-dessus, c'est qu'on n'a pas besoin de manifester pour être mutilé, pour être éborgné, pour se faire tuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, la BAC, par exemple, qui fait énormément de dégâts dans le cadre des manifestations, qui a un corps d'exception, qui a un corps spécial, qui n'est pas fait pour le maintien de l'ordre. La BAC, c'est du flagrant délit, c'est de l'action. En plus, c'est des gens qui veulent faire ça, c'est des volontaires, c'est vraiment des gens qui sont animés par l'action et j'ai envie de dire même par la castagne. Et la BAC, on le voit vraiment, on le voit sur les images, mais parfois c'est même pas justifié. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait de tirer une femme par les cheveux sur quelques mètres ? C'est pas possible, il y a un problème là. C'est ni du maintien de l'ordre, ni de la police, ni rien du tout. C'est juste de la haine en fait, c'est de la violence gratuite. Et ça, c'est des exemples, mais on a vu tous ces images vraiment affreuses où on voit des policiers de la BAC en civil, on a l'impression qu'on se dit qu'on est en zone de guerre, quoi. Et il faut savoir une chose, c'est que le LBD 40, il est censé être plus précis que le flashball.
C'est-à-dire que le LBD 40, c'est une amélioration du flashball. Donc à l'époque, on se souvient, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait ramené pour les quartiers populaires. Il est censé, diminuer les risques normalement de tirer à la tête ou de faire mal ou de tuer. Bah, en fait, du coup, ça veut dire qu'en fait, ils ont entre leurs mains une arme qui est plus précise et pourtant, on voit qu'il y a une explosion des blessés au village. Donc ça pose question quand même sur l'utilisation qui est faite du LBD 40 et surtout, je pense, sur les consignes qui ont été données. Sur les ordres. Sur les ordres, clairement. Moi, en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Moi, je pense qu'il y a une politique de la terreur. Moi, je pense que même, je vais aller même aller encore plus loin, c'est que quand on a vu le mouvement lycéen qui a démarré, en fait, c'était des lycées de banlieue, en fait, c'était les quartiers populaires. Et les quartiers populaires sont rentrés dans le mouvement, en fait. On n'arrête pas de dire où sont les quartiers populaires, mais ils sont rentrés déjà rien que ne serait-ce que via les lycéens. Ils sont rentrés massivement. On a vu tous les lycées de banlieue qui ont été bloqués. D'ailleurs, vos reporters du Média ont été faire un sujet à Aubervilliers, il me semble, ou à Pantin, où on voit des lycéens témoigner à la caméra du Média, dire « Nous, on est avec les gilets jaunes, nous, on veut Macron démission, etc. » C'est disponible pour tout le monde, allez voir sur YouTube. Et on les a vus. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout de suite ? Il y a eu une volonté tout de suite de terroriser les lycéens. Mais attendez, il y a quand même un lycéen à Garches qui n'a plus de jeu aujourd'hui. Là, on parle d'enfants, là. On parle de mineurs, quand même, c'est grave. Quand même, celui qui lui a fait ça, donc c'est sûrement des policiers de la BAC, ça pourrait être son père. Enfin, je sais pas, c'est pas possible. Et ça, c'est des ordres qui ont été donnés de terroriser pour que les quartiers populaires ne rejoignent pas massivement le mouvement des Gilets jaunes. Imaginez le mouvement avec une arrivée massive des banlieues, des lycéens des banlieues, etc. Imaginez. C'est vrai que la population française blanche découvre aujourd'hui avec effroi la réalité du maintien de l'ordre telle qu'elle est pratiquée depuis longtemps dans certains quartiers du pays. Pensez-vous que cette période, quelle que soit son issue, laissera des traces permettant de reconstruire sur des bases plus fraternelles les liens entre cette population et les quartiers populaires ? Moi, je pense que c'est clair qu'il y aura un précédent. C'est évident qu'aujourd'hui, la question des violences policières ne se posera plus jamais pareil. Encore une fois, comme j'ai dit, comme il y a eu un précédent avec la loi travail, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun mouvement de gauche, aucune conférence qui peut se faire sans aborder la question des violences policières et sans surtout y inviter les quartiers populaires. En tout cas, des militants qui y militent. Aujourd'hui, il est évident que pour nous, voilà, après, on savait que c'était inéluctable. C'est-à-dire que nous, on a toujours dit, attention, tout ce qui se fait dans les quartiers populaires sera appliqué après au reste de la société. C'était vrai pour l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est quand même 3000 familles musulmanes qui ont été perquisitionnées sur des délations, sur rien, sur aucune preuve, juste sur décision du préfet. On se retrouve avec le GIGN dans son salon, la porte défoncée, enfants traumatisés, humiliés, etc. C'est ça l'état d'urgence quand même. Ça a été ça. Ça a été sous un gouvernement de gauche pour aboutir à absolument, quasiment aucune condamnation. Je crois que c'est même pas 0,3% des perquisitions qui ont abouti à une condamnation. À cette époque-là, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? L'état d'urgence est rentré dans la loi. Qu'est-ce qu'on voit ? On a vu pendant la COP21 des militants écologistes être assignés à résidence. Aujourd'hui, la question des violences policières, des blindés, par exemple, les blindés bleus qu'on a vus dans les rues de Paris, ils étaient en 2005 dans les quartiers populaires. Ils y étaient. La question des hélicoptères, on n'arrête pas de voir des hélicoptères dans Paris comme si on était en terrain de guerre. Mais ça, c'était aussi largement utilisé, mais en pleine nuit, à 5h du matin, 3h du matin, au-dessus des immeubles, des enfants qui n'arrivent pas à dormir toute la nuit. C'est ça la réalité des quartiers populaires. Enfin, c'est la guerre en fait. C'est vraiment du maintien de l'ordre puissance 10. Et là, il y a eu un avant-goût en fait de ce qui peut se passer dans les rues de Paris en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, à la face du monde, même j'ai envie de dire, on a vu la réalité de la police française. Et du coup, c'est clair qu'on se sent moins seul. Et c'est clair que là, on se dit, voilà, en tout cas, tout ce qu'on a porté pendant toutes ces années, ça commence à payer. Du coup, nous, on peut apporter une expertise, on va apporter notre expérience, notamment par exemple sur les questions liées à la justice, parce que là, il y a tout un travail à faire au niveau de la justice, parce que maintenant, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a des recours qui ont été faits, etc. Et surtout, moi, j'insiste pour dire que par exemple, quand on demande l'interdiction du LBD 40, mais quand j'ai vu des organisations des droits de l'homme, etc., demander le LBD 40, l'interdiction qu'en manifestation, quand même, c'est pas possible. C'est juste pas possible, un peu de respect. Moi, je pense à Madame Kébé. Cette femme qui est descendue en bas de chez elle. Donc, c'est une affaire qui a été médiatisée, où les policiers ont été acquittés. Il y a eu un procès où elle s'est reçue, elle et son fils, des coups de flashball pour rien du tout. Alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Ils ont porté plainte contre les policiers. Aujourd'hui, ils ont été acquittés. Il y a eu un appel. Même le parquet a fait appel, pour vous dire. Tellement ça a été scandaleux. Mais à un moment donné, demander l'interdiction partout. C'est un minimum, il faut respecter les gens, en fait.
C'est des êtres humains, en fait, aussi, dans les quartiers populaires. Il faut les voir comme tels. Donc, quand on demande l'interdiction du LBD40 et que je vois le recours au Conseil d'État que dans le cadre des manifestations, c'est juste pas possible. C'est pareil pour les grenades des encerclements, etc. Il faut les demander partout, l'interdiction. La BAC, il faut la demander l'interdiction partout. Samedi, j'étais à une marche pour Gay Camara, qui a été tué par des policiers de la BAC. Ils n'avaient absolument rien fait. Ils ont tiré 8 balles en tout sur sa voiture. Mais c'est de l'acharnement. Comment on peut tirer 8 balles sur quelqu'un qui ne représentait aucune menace? Il en a pris une dans la tête. Sur 8 balles. Mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est quoi? On est au Far West, on est où? Voilà, je pense que à un moment donné, un peu de décence, et quand on demande des interdictions, etc., qu'on les demande partout. Et nous, c'est notre enjeu aussi, c'est de dire, voilà, on est tous ensemble, mais il faut qu'on se batte tous ensemble pareil aussi, à égalité. Nous, quand on vient dans le mouvement des Gilets jaunes, comme le dit souvent la porte-parole du comité Adama, Assa Traoré, on est Gilets jaunes depuis 40 ans, nous. Donc, vous savez, nous, on a participé à des mouvements un peu à part, comme par exemple celui des grévistes d'Honnête, où on a des femmes noires, dans l'écrasante majorité des cas, qui font du nettoyage industriel pour la SNCF surexploitée, et qui, pendant l'année 2017, ont mené une grève énorme, victorieuse. Et pareil, ça s'est fait sans les grands syndicats, ça s'est fait sans les grands représentants de la gauche, etc. Et c'était des gens comme les Gilets jaunes qui ont voulu reprendre du pouvoir. Ça, c'est très important, cette notion de reprendre le pouvoir, de ne pas demander, de ne pas attendre. Voilà, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec le comité Adama, c'est qu'on attend après personne. C'est que si nous, on n'y va pas tout seul, si on n'impose pas, si on ne crée pas un rapport de force, personne ne le fera pour nous, en fait. Et c'est ça que je trouve bien, c'est ça que je trouve vraiment intéressant au sein des Gilets jaunes, c'est vraiment cette notion-là. C'est-à-dire qu'on attend après personne. Vous savez, nous, on est très proche des Gilets jaunes de Rungis. Voilà, où dès le départ, on a été là-bas quand le blocage s'est lancé. Et c'était incroyable de voir ça, en fait, de voir cette synergie, enfin, ce truc où on a retrouvé des gens des quartiers populaires qui n'avaient jamais milité auparavant et des gens vraiment, voilà, classe populaire blanche, etc., complètement. Qui souvent n'avaient jamais milité non plus. Jamais non plus, pas du tout. Et du coup, ils se sont tous retrouvés là. Du coup, certes, il y avait le côté bloquer les camions, mais c'était secondaire limite. C'était vraiment se parler entre nous, se connaître. Voilà, on parlait politique, ce qu'on pensait du pays dans lequel on vit tous. Comment ça se passe, comment c'est fait avoir pendant des années, etc. etc. Et surtout, la moyenne d'âge aussi, il y avait beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, des moins de 40 ans, et qui à un moment donné, voilà, ont envie de venir et de se retrouver en fait, et de faire de la politique ensemble. Et aujourd'hui, ils ne se lâchent plus, c'est devenu une famille. Et ça, c'est vraiment important. Vous évoquiez à l'instant les émeutes de 2005. C'est vrai qu'en 2005, les quartiers populaires s'étaient soulevés après la mort de 2 adolescents, Ziad et Bouna. Certains, à l'époque, ont parlé de barbarie, certains ont parlé de pogrom anti-républicain, d'autres, et parfois les mêmes d'ailleurs, de simples feux de poubelle qui auraient été montés en épingle par la gauche, etc. Quelle différence est-ce que vous établissez entre le traitement de ces événements par les médias et leurs intellectuels à l'époque et le traitement actuel réservé aux Gilets jaunes? Alors, ça dépend en fait. C'est-à-dire qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes, il y avait quand même quelque chose d'un peu favorable quand même au départ. Parce que je pense qu'ils se sont dit que c'était un truc inoffensif. C'était quelque chose autour des taxes. Donc on avait bien avant le 24 novembre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, par exemple, prenez BFM TV, c'était Gilets jaunes, Gilets jaunes, Gilets jaunes, tout le temps. D'ailleurs, ça a participé à ma méfiance au départ. Je dis, mais pourquoi ils le mettent autant en avant, etc. Mais c'était un mouvement, vous vous en souvenez, ça parlait beaucoup des taxes. Et donc tu avais des petits bandeaux jaunes, etc. Mais dès que le mouvement a commencé à renverser l'ordre établi, en fait, a commencé à se politiser, a commencé à avoir des vraies revendications, notamment sur le partage des richesses, notamment sur l'ISF, là c'était fini là. Là, le traitement médiatique, oui, les revendications démocratiques, le RIC, etc., tout ce qui est de reprendre, voilà, de faire de la politique, en fait, et de ne plus déléguer son pouvoir à quelqu'un. Toutes ces revendications-là, à un moment donné, là, c'est bon, le mouvement des Gilets jaunes a complètement basculé, en fait. Et c'est vrai que la différence avec 2005, c'est que dès le départ, c'était l'ennemi intérieur, en fait, clairement. C'est que c'était la construction de l'ennemi intérieur, la construction des classes dangereuses. C'est voilà, le gros fantasme est enfin arrivé. Voilà, c'est le truc de les Noirs et les Arabes vont déferler chez nous, vont nous égorger, vont prendre nos femmes, etc. Tout le truc colonial, etc. Et ça a été dès le début. Il n'y a jamais eu de... Même pour Ziad Bouna, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait toute une suspicion médiatique sur qu'est-ce qu'ils faisaient. Vous vous en souvenez qu'au début, ils disaient qu'ils avaient volé des objets de chantier quand même. On en était là, 2 adolescents, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de leur mort, en fait, ils sont morts électrocutés, comme il n'y a pas pire mort pour des enfants, quoi. Mais c'est ça, en fait, le destin des quartiers populaires. C'est-à-dire que tu peux mourir électrocuté dans l'indifférence générale. Et il y a eu cette explosion de colère que moi je trouve légitime. Pour moi, c'est une révolte.
C'est une révolte voilà, pour dire qu'on existe, pour dire qu'on ne tue pas des chiens, en fait, qu'on tue des êtres humains, qu'ils ont des noms, des prénoms, qu'ils ont des familles, qu'ils détruisent des familles, et que c'est le quotidien, c'est comme ça. On peut remonter même en 1997, Abdelkader Bouziane, Adama Ilelis, 15 ans, tué d'une balle dans la nuque par des policiers de la BAC déjà à l'époque. Bref, c'est notre quotidien constamment. Et même, j'ai envie de dire, tout ce qui a été utilisé comme maintien de l'ordre à l'époque, mais ça a été juste hallucinant. Il y a quand même eu, à un moment donné, il y a eu des drones qui ont été utilisés. Ça, c'était Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que nous, souvent, on dit, quand Macron a été élu, on s'est dit, mais nous, en fait, concrètement, du point de vue des quartiers populaires, en fait, nous, il n'y a pas vraiment de différence. Sarkozy, Hollande, Macron, c'est une continuité pour nous. On ne voit pas de variable. Par contre, les classes moyennes blanches, les classes populaires blanches aussi, dans une moindre mesure, ont pu voir une différence. Et donc, c'est le moment de se dire, bon, on y va tous ensemble. Bah là, on peut peut-être y arriver, on peut peut-être renverser l'ordre établi. Et c'est vrai que, par exemple, il y a eu une banderole des Gilets jaunes de Rungis qui disait novembre 2005, première sommation, novembre 2018, révolution. Et voilà, en fait, c'est de connecter la question des révoltes de 2005 aux Gilets jaunes, et j'ai envie de dire même à tous les grands mouvements de révolte spontanée du peuple dans l'histoire de ce pays. Comme il y en a toujours eu, en fait. Comme il y en a toujours eu. Et c'est vrai que moi, déjà en 2005, même un peu plus tard, on se disait, mais pourquoi les révoltes de 2005 ne rentrent pas dans l'histoire des révoltes sociales qui ont pu se dérouler en France, en fait? Voilà, il y a toujours ce prisme raciste, colonial, qui faisait qu'on était incapable de les voir comme ça. Mais moi, je suis persuadé que dans peut-être 100 ans, 70 ans, on verra cette histoire, parce que c'est très court, 2005-2019, à l'échelle de l'histoire. On verra ça comme étant des épisodes où, à un moment donné, en France, ça n'allait tellement plus qu'il y avait régulièrement des explosions de violence comme ça, autour où, à un moment donné, on n'arrivait plus... c'était plus contrôlable, en fait. Parce que la police, en fait, elle est là pour maintenir un certain ordre. Et à un moment donné, elle n'y arrive plus. Elle ne fait plus... Là, on le voit aujourd'hui, moi, quand je vois des charges contre des policiers, je me dis, ah oui, là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose quand même, parce que c'est quand même pas évident d'aller charger une ligne de CRS ou de la BAC. C'est que vraiment, là, les gens, moi, je le vois pas comme des gens qui sont assoiffés de violence. Moi, je le vois comme des gens qui n'en peuvent plus, en fait. Et ils en sont à un tel point qu'ils ont sauté le verrou de la peur, de la dissuasion, parce que c'est beaucoup de la dissuasion, la police, le maintien de l'ordre, pour charger comme ça une ligne. Et c'est ce qui se passe déjà dans les quartiers populaires. C'est déjà ce qui se passe depuis très longtemps. Et là, je le vois que ça s'étend aussi, ce truc de se dire, on n'a plus peur. Et on y va. Tant pis, on ira jusqu'au bout. Ce qui a fait très peur au pouvoir aussi, notamment... En décembre, c'est sûr. Début décembre, les événements à l'Arc de Triomphe, c'était vraiment ça. C'était des charges massives contre les CRS. Même dans les manifs de gauche... Moi, je n'ai jamais observé. Hein. Non. Même dans les manifestations de gauche, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire que ces images-là, donc maintenant qu'ils sont devenus célèbres dans le monde entier sur les Champs-Élysées, là, c'est sûr qu'ils ont tous paniqué. Là, c'est sûr et certain. Là, je pense que ça a dû appeler de partout. Ça ne m'étonne pas du tout ce que dit Mediapart, où ils vivaient dans un bunker à l'Élysée, entourés des gendarmes d'élite avec un hélicoptère. Ça, j'y crois à fond. Parce que ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, là, pendant l'acte 3, l'acte 4, c'est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, ils vont aller jusqu'à l'Élysée, là. Aujourd'hui encore, il y a tout un arc politique de gauche qui empêche finalement les quartiers d'investir vraiment le mouvement. Hein. Je pense aussi bien à une certaine élite universitaire de gauche qui continue à se méfier des Gilets jaunes, voire à mépriser les Gilets jaunes. Et puis aussi à certains décoloniaux pour qui tout dialogue avec les Gilets jaunes est... impossible et même coupable à certains égards. Comment s'y prendre? Comment un militant comme vous y prenez pour déjouer justement ces préventions? En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que pour le comité Adama ou pour les Gilets jaunes, c'est que pendant très longtemps, que ce soit les quartiers populaires ou les classes populaires blanches, en fait, des intermédiaires en parlaient à leur place. Pendant très longtemps, on a mis en place des intermédiaires. On a mis en place des porte-voix, médiatiques notamment, qui parlaient à leur place, qui écrivaient sur eux aussi, qui théorisaient sur eux, et qui en ont même fait un business. Voilà. Que ce soit sur les quartiers populaires comme sur les classes populaires blanches. Et que ce soit déjà même les réactionnaires qui disaient, ils disaient partout, comme je pense au Printemps républicain, etc., qui disaient, vous allez voir, à force de parler de certaines minorités, à force de parler de certains problèmes, les Français vont descendre massivement dans la rue et ils vont descendre pour lyncher du noir, de l'arabe, du musulman, etc. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais c'est une défaite cinglante, là. Moi, je pense qu'à leur place, je me tairais à jamais. Certains ont carrément appelé ça l'insécurité culturelle. Vous voyez, les théoriciens, ce que je dis. En fait, ils théorisent. Laurent Bouvet qui théorise sur ça, qui pense tenir un truc révolutionnaire, etc., une théorie, mais non, mais c'est un échec total, ça marche pas en fait. C'est même pas, c'était même pas envisageable en fait. Là, les gens sont sortis massivement. Effectivement, ils sont sortis. Effectivement, là, à un moment donné, ça n'allait plus. Effectivement, ils ont pris les ronds-points, ils ont bloqué l'économie, ils ont été massivement dans la rue, ils ont tout cassé, etc. Mais c'était pas du tout
parce qu'il y a trop de Noirs, parce qu'il y a trop d'Arabes, parce qu'il y a des migrants, parce que je ne sais pas quoi. C'est même pas dans les revendications, ça n'apparaît même pas dans les revendications. On le voit à chaque fois, mais les gens, ils veulent juste pouvoir vivre dignement. Ça, il faut le comprendre, en fait. Les gens, en fait, on les a attaqués dans leur dignité. Alors nous, c'est le cas depuis 40 ans dans les quartiers populaires, puisqu'en plus, il y a le racisme qui se rajoute à cela. Mais là, les gens, là, ils sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus. Et ce n'est sûrement pas à cause des Noirs et des Arabes. Donc eux, ça a été une défaite. Out. Ensuite, il y a eu tous ceux maintenant plus à gauche, qui, pareil, ont théorisé sur les trucs, sur les quartiers populaires, sur les classes moyennes, sur les classes populaires blanches, etc. Où pendant des années, ils écrivaient des gros livres, des gros pavés, parfois avec des bonnes intentions, etc. Mais qui parlaient à leur place, qui allaient à la télé à leur place. Qui a été dans les colloques universitaires à leur place, etc. Bah ça, en fait, c'est fini. Aujourd'hui, en fait, les Gilets jaunes, ils ont besoin de personne pour parler à leur place. Nous, les quartiers populaires, on a besoin de personne pour parler à notre place. Nous, on a un mouvement de quartier. C'est un mouvement qui s'est ancré avant tout à Beaumont-sur-Oise, dans le 95. On est ancré, moi, j'habite à Bagnolet, je suis ancré dans ma ville à Bagnolet. Je milite là où je vis, au quotidien, etc. Et en fait, moi, je n'ai besoin de personne pour venir ici aux médias pour parler à ma place. Et pendant longtemps, il y a des gens qui venaient dans les médias pour parler des quartiers populaires. Ils pouvaient être noirs, arabes, il n'y a pas de problème. Mais sauf que ça faisait des années qu'ils n'y vivaient plus et qu'ils étaient plus dans les couloirs de Paris 7, de Paris 8 ou je ne sais où, ou à Berkeley aux États-Unis, que dans les quartiers populaires. Moi, je ne vais pas rentrer dans le truc où je vais faire le gars, terre-terre, etc. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Mais je suis capable de le faire. Pourquoi tu veux parler à ma place? C'est ça la question. Pourquoi tu veux confisquer la parole des premiers concernés? Parce qu'en fait, ça n'arrange personne que des mouvements comme ça renversent l'ordre établi, y compris cet ordre-là. Moi, je pense qu'il y a des intellectuels à gauche, des décoloniaux, qui ont pris l'habitude d'être dans des salons confortables et qui n'ont plus l'habitude de voir des gens parler par eux-mêmes. Pour eux-mêmes, être capables de se défendre, être capables de mener leur lutte aussi. Et donc aujourd'hui, il y a tout un processus d'invisibilisation de nos luttes déjà c'est-à-dire que ça n'existe pas, y compris le comité Adama. Pour certains, ça n'existe pas. Ils peuvent faire des textes qui font 40 lignes. À aucun moment, il y a les luttes concrètes des quartiers comme ça du comité Adama. Et deux, il y a aussi la question par rapport aux Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais, là, on fait la preuve que c'est possible, qu'en fait, on peut arriver à créer autre chose, qu'on peut arriver sans se renier. Nous, on garde nos spécificités. Dans l'extrait là, qui est de la place de la République avec Lordon et Ruffin, moi je parle de contrôle aux faciès, je parle de discrimination raciale, etc. C'est pas à moi qu'on va la faire. Je parle de postcolonialisme, etc. J'explique l'origine, je peux faire ça. Expliquer l'origine, d'où vient le racisme, etc. etc. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais on fait la preuve qu'on peut le faire tous ensemble, et qu'on peut renverser cet ordre établi-là, qu'on peut reprendre le contrôle de nos vies au quotidien, en fait, c'est fini pour eux, en fait. On les met tous au chômage et on les sort tous du game. C'est fini. C'est ce qui est en train de se passer, en fait. Certains, néanmoins, que ce soit du côté des identitaires ou du côté de la dite extrême gauche, des antifas, se disputent quand même sur le terrain le contrôle du mouvement, en tout cas le contrôle des manifestations. On va tout de suite regarder quelques images assez spectaculaires, elles aussi tournées pendant l'acte 13 à Lyon, qui ont vu s'opposer deux catégories de gilets jaunes. Oui, alors je voulais, Youssef Brakni, avoir votre regard sur ces affrontements qui se produisent à un rythme accéléré depuis le début de l'année 2019. Est-ce que c'est un phénomène finalement marginal? Est-ce que ça dit quelque chose? La présence de ces groupes d'extrême droite, alors ça c'est vraiment c'est l'extrême droite, les images qu'on vient de voir, c'est l'extrême droite vraiment organisée, identitaire. C'est vraiment Lyon, c'est un des fiefs de l'extrême droite, il y a une impunité totale là-bas envers les bardés d'extrême droite, envers les rassemblements d'extrême droite. C'est connu, c'est vraiment une des capitales européennes de l'extrême droite organisée, violente. Ce sont des groupes composé plutôt de jeunes, d'ailleurs des classes moyennes supérieures, c'est pas du tout des classes populaires, et qui sont dans l'action, Et donc là, concrètement, c'était sûr que ça allait arriver au sein du mouvement des Gilets jaunes. Moi, ce que j'en pense, c'est que je pense que des groupes, comme à Paris aussi, il y a le groupe des Zouaves, qui est un groupe clairement d'extrême droite, qui rentre dans un cortège comme celui des Gilets jaunes et qui va taper, franchement, c'était des profs en fait du NPA, c'est pas possible.
Je veux dire, on peut pas l'accepter, ça, quand même. Il peut pas rentrer, il y en a un, il avait un lasso, c'est pas Indiana Jones, là, en fait. Il faut dire, on peut pas venir comme ça, taper tout le monde, etc. C'est pas possible. En plus, ils créent la confusion parce qu'ils mettent un gilet jaune, etc. Eux, justement, ils font partie de ceux qui voudraient que ça soit la question identitaire qui prime. Ils voudraient que le mouvement des gilets jaunes aille dans la direction des migrants. Vous voyez, ils ont fait une tentative avec le pacte de Marrakech. J'ai eu tout un discours complotiste sur le pacte de Marrakech. C'est-à-dire, Macron, il est parti signer pour ouvrir le pays, etc. Bon, c'était pas du tout ça. Mais ils veulent emmener le mouvement vers ça. Or, je pense que c'est bien de s'opposer à eux, de ne pas les laisser entrer dans le mouvement, de ne pas les laisser emmener le mouvement dans cette direction-là, surtout que c'est pas du tout la ligne majoritaire des Gilets jaunes, surtout que ce sont des groupes, eux, pour le coup, ultra minoritaires, ça se compte 50-60 personnes. Hein. Par exemple, sur Paris, c'est un peu le maximum qu'ils peuvent être. Donc, pendant l'acte 12, j'ai assisté à une scène où ils se sont fait dégager, donc voilà, ils ont couru assez vite, donc ils ont fui, quoi, ils sont partis. Donc, ça reste pour moi très marginal, ça reste quelque chose c'est des affrontements entre des groupes qui se connaissent plus ou moins. Voilà, c'est les antifascistes qui sont habitués, qui les connaissent, qui les repèrent, etc., et qui les expulsent du mouvement. Je peux comprendre que ça puisse effrayer, par contre, que ça puisse faire peur et qu'on se dise je vais aller en manifestation, etc. Je vais retomber dans une énorme charge du Moyen Âge, quoi. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Je sais pas. Donc je sais pas si vous avez été sur Paris, etc. C'est vraiment marginal et c'est en dehors du cortège. Mais moi, je pense que c'est nécessaire d'expulser ces groupes ultra-violents d'extrême droite. Ouais. Alors, vous le rappeliez au début de notre entretien, c'est vrai on ne peut pas le nier, il y a eu des actes hostiles à l'égard de migrants, il y a eu des insultes contre des Noirs, il y a des quenelles dans le style Dieudonné aussi. Moi, j'en ai personnellement observé à Bourges pendant notre reportage. C'est des événements tout à fait réels, même s'ils demeurent complètement marginaux quand on est habitué au terrain des manifestations des Gilets jaunes. Mais ils sont bien sûr amplement répercutés par les médias pro-gouvernementaux. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux à gauche qui continuent à utiliser ces événements pour dire que décidément ils sont rédhibitoires et que on ne peut pas sympathiser avec un mouvement pareil? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, quand ça fait, on va dire, 40 ans en France, qu'on a la droite, la gauche, qui se sont partagés le pouvoir comme ça et qui n'ont eu de cesse de reprendre à leur compte des idées d'extrême droite, qui ont banalisé les idées d'extrême droite. Quand à un moment donné, tu as une banalisation d'un certain discours, parce que ça faisait le jeu électoral, parce que c'est toujours mieux de se retrouver face à Marine Le Pen au second tour que face à Mélenchon, etc. Ça, on le sait. Voilà, maintenant, je veux dire, c'est plus un secret. Voilà, maintenant, on sait tous que tout est fait pour qu'on se retrouve plus facilement avec l'extrême droite, parce que c'est plus facile de gagner, au moins depuis Mitterrand, quoi. Maintenant, l'élection présidentielle se joue au premier tour, en fait. Bah oui, au premier tour, c'est clair. Je veux dire, c'est paru très clair, là, aujourd'hui, en 2017. Pour moi, c'était évident. Et tout le monde, on l'avait dit déjà avant que ça va finir, Macron, Le Pen, etc., et qu'il n'y a aucune chance que ce soit quelqu'un d'autre, etc. Et on sait tous que, voilà, derrière, du coup, mobilisation et tout. Donc, du coup, pour Macron, voilà. Mais bon, voter Macron en 2017, je pense que c'est voter, du coup, Marine Le Pen en 2020, quoi. Bon, nous, on est militants, donc on va éviter, quoi. On va éviter que ça arrive. Mais bon, en même temps, c'est dans cette direction-là que va le libéralisme. On le voit à Bolsonaro au Brésil, on le voit avec Trump aux États-Unis, Orban en Hongrie, etc. Mais la question, c'est que quand on a banalisé ces idées-là, quand on a irrigué toute la société avec ces idées-là, mais à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que du coup, ça ne se répercute pas. Et du coup, le mouvement des Gilets jaunes, il est à l'image de la société française, il est traversé par plein de choses, par plein de contradictions, etc. Mais ça, c'est clair. Mais par contre, il y a une énorme différence quand même. C'est que les Gilets jaunes, effectivement, j'en ai vu des gens qui avaient des discours complotistes, des gens qui avaient des discours pro-Dieudo, etc. Mais c'est super facile à démonter. C'est très facile, ça tient pas la route. Quand par exemple ils disent que Dieudonné est anti-système, quand ils disent que Marine Le Pen elle est anti-système, je leur dire mais c'est très facile à démonter et de prouver par A plus B qu'ils font partie du système, qu'ils arrangent le système en fait, qu'ils n'ont absolument rien d'anti-système, que leur seule haine c'est celle des juifs, celle de l'étranger, du migrant, etc. Et que ça c'est complètement être mainstream en fait. J'ai dit vous vous rendez pas compte, j'ai dit vous avez écouté Nicolas Sarkozy, vous avez écouté Hollande, vous avez écouté Valls. Mais vous ne voyez pas que c'est des idées qui sont largement mainstream, qu'elles sont diffusées du matin au soir à la télévision, à la radio, etc. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire, absolument rien de subversif, en fait. C'est juste des idiots utiles du système, en fait. Et ils évitent, en plus, qu'on pose les vraies questions de racisme et les vraies questions sociales. Ensuite, la question de la gauche et son rapport toujours aux Gilets jaunes et un peu ce mépris. Mais moi, en tant qu'arabe, en tant que musulman, j'ai toujours assisté à des scènes hallucinantes au sein des mouvements de gauche, dans des manifestations de gauche. Moi, je peux vous le dire.
Moi, je peux vous le dire que j'ai déjà vu des grands dirigeants de gauche quitter des manifestations pour la Palestine parce qu'ils entendaient des slogans en arabe. J'étais halluciné, je dis non mais je comprends pas. Mais oui, il y a des slogans arabes, mais sur la Palestine. Mais quand il y a des manifestations, moi j'en ai déjà participé pour l'Amérique du Sud, contre les dictatures, etc. C'est normal qu'on chante des slogans en espagnol. Hasta la Victoria Siempre, etc. Enfin je sais pas, moi ça me gêne pas. Mais par exemple j'ai déjà assisté à ça, je me dis mais attendez, c'est humiliant là. Bien sûr qu'il y a des slogans en arabe, je sais pas, Tahia al-Palestine, vive la Palestine, ça va. Non, les gens n'étaient pas contents. Moi j'ai déjà assisté à des cortèges de syndicaux où il faut voir les propos qui sont tenus, etc. Et j'ai pas besoin d'aller dans les gilets jaunes pour tomber sur de la misogynie, sur du sexisme, sur du racisme, sur de l'homophobie, etc. On le sait tous quand même, on va pas se mentir. Ils le savent très bien, ceux qui disent ça. Ils savent très bien que dans des cortèges de grands syndicats, je vais pas en citer, on sait tous qu'on a entendu des vertes et des pas mûres, y compris dans nos lieux de travail. On le sait tous. On le sait tous. Et donc, il faut arrêter d'exagérer là autour de la prétendue misogynie, le prétendu racisme des gilets jaunes, etc. En disant, oh, j'entends des trucs. Bien sûr que j'entends des trucs, mais comme partout, en fait. Donc, les gilets jaunes, c'est pas des extraterrestres sortis de nulle part. Ils vivent dans une société, ils sont traversés par les contradictions de cette société. Vous êtes frappé par le fait que les gens sont actuellement en mouvement, justement, se déplacent, et que parfois, politiquement, des gens qui étaient absolument pas structurés sont en train de construire une vision politique du monde ? Ah oui, c'est clair. Non, mais moi, je vous le dis, moi, je suis... donc, du coup, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, on organise un grand meeting avec les Gilets jaunes de Rungis, le 17 février à 15h à la Bourse du Travail de Saint-Denis. On a tenu à le faire dans le 93, sur la question des quartiers populaires, de l'implication et de comment on amplifie l'implication des quartiers populaires au sein des Gilets jaunes. Moi, quand j'assiste aux AG des Gilets jaunes de Rungis, mais je suis impressionné. Mais c'est impressionnant, c'est des gens qui ne l'ont jamais milité. C'est des gens qui n'ont jamais fait de politique auparavant. Mais ils ont une manière de gérer, de poser les choses. Voilà, ils ne peuvent pas se faire récupérer, personne ne peut parler à leur place. Ils sont très méfiants vis-à-vis des partis, très méfiants vis-à-vis des syndicats. Mais justement, pas avec les gens, pas avec les militants de base, pas avec les syndicalistes de base. Jamais. Ils sont acceptés, etc. Ils peuvent venir. Faut voir, quand il y a eu le blocage de Rungis, la veillée, juste avant la grève générale. Voilà, ils tiennent à leur autonomie, ils tiennent à leur discours politique, ils tiennent à leur récit en fait, à la façon dont ils veulent eux décrire ce qu'ils vivent et comment ils veulent orienter le mouvement, etc. Et c'est impressionnant. Moi, franchement, je suis fasciné. Merci beaucoup, Youssef Brakni. Merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes membre du comité Vérité et Justice pour Adama, qui est aussi un des combats à mener. Je rappelle aussi à vous tous qui nous regardez que le média vit de votre financement, de vos dons, des financements entièrement citoyens. Aidez-nous à mener le combat pour une information libre. À très bientôt.